Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, a atteint tous les buts qu'il s'était fixés lorsqu'il a quitté son Abitibi natale pour faire de la télé à Montréal. Il a été recherché pour Patrice Lécuyer, bras droit de Julie Snyder, reporter vedette à Flash, animateur des quotidiennes de Star Academy, chroniqueur culturel à Salut Bonjour et même animateur de l'émission Salut Bonjour Week-end, jusqu'au jour où il a décidé de ne pas renouveler son contrat. Pendant des années, il a cherché sa mission, jusqu'à ce que sa mission le trouve. Il est devenu en quelque sorte un missionnaire. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Jean-Pierre Gravel, merci d'avoir accepté mon invitation. On n'est pas pressé. Tu sais que c'est ma dernière de la saison, là. Hey, tu finis mal, excuse-moi. Je trouve pas, au contraire. Je trouve que gentil. cette émission-là va recouper à peu près tout ce que j'ai fait pendant la saison parce que je dis souvent, c'est pas juste la personnalité qui m'importe, c'est l'histoire derrière la personnalité. Puis toi et moi, on a fait le même métier pendant longtemps. T'as raison. Et tu le sais, c'est pas tout le temps les grandes vedettes qui ont les choses les plus intéressantes à dire. T'as raison, c'est d'essayer de trouver une façon de soutirer la confidence. Et s'il y en a un qui le sait, c'est toi, la confidence qui n'a pas été répétée des milliers de fois. Puis comme on a été des deux côtés de la caméra, tu le disais en présentation, j'ai travaillé beaucoup derrière et je continue de le faire. Ça a toujours été une préoccupation pour moi. Donc je me dis, si c'est ce que j'exigeais de ceux que j'interviewais, bien, si c'est moi qui est dans l'autre siège, il faut que j'essaie d'offrir la même chose. Il faut que tu en donnes pour en recevoir. Oui, exactement. Ben, c'est comme dans la vie. C'est comme dans la vie. Ouais. Ton parcours est fascinant, Jean-Pierre, parce que, je le disais en ouverture, au moment où tu avais là, à peu près la job que tout le monde aurait voulu en ville, c'est-à-dire de ton âge, là, je veux dire, animateur de l'émission Salut Bonjour Week-end, au bout de ton contrat, tu as fait « je m'en vais ». Bien, écoute, en toute honnêteté, c'était une décision commune. Moi, je suis jamais parti de là en disant hey, c'est moi qui ai décidé de partir et je laissais ça derrière, puis partir en fracas. Si tu veux, c'était pas ça du tout. Tu l'as bien dit, le contrat était terminé. C'était un contrat de 2 ans. Quand on est venu me chercher, c'était sans audition. On disait on veut rajeunir ce show-là. On a besoin de 109. Tu as la fibre du producteur, tu es un idéateur, un concepteur. Amène tes idées là-dedans. On ne va pas, évidemment, tout refaire à neuf parce que c'est une formule qui marche. C'est un show qui a beaucoup de succès, mais on aimerait avoir ta fraîcheur. J'avais 29 ans, Éric. 29 ans quand on m'a proposé ça, puis je te le raconte, puis je suis encore un peu étonné de tout ça. Mais finalement, on s'est rendu compte que la place au changement était peut-être moindre que ce qui était espéré de leur côté et surtout du mien. J'ai eu une superbe première année, au niveau des codes d'écoute, au niveau de l'équipe, au niveau de tout ça. La deuxième année, ça a été plus d'ajustements. Et moi, étant un fou, moi, je me présente moi-même comme un fou, j'ai décidé d'acheter une maison à Québec, ma deuxième année. Je voulais aller aider les recherchistes qui étaient super, mais qui étaient, on appelle ça junior dans le milieu, qui commençaient, qui n'avaient pas tellement d'expérience. Parce que c'est souvent en province ou en région qu'on commence dans ce métier-là. Tout à fait. Moi, je me suis dit, je vais aller à Québec, puis je vais leur donner encore plus d'énergie et un vrai coup de main. Et ça a été plus difficile. C'est pas quelque chose que je regrette. Moi, j'ai aucun regret dans ma vie. Ouais. Donc, j'ai vécu l'expérience là-bas. J'ai connu les gens de Québec et leur belle banlieue à Saint-Nicolas. Mais à un moment donné, c'est ça. On s'est rendu compte qu'il fallait que les chemins se séparent. Tu peux pas tirer sur une fleur pour la faire pousser. Non. Tu peux pas rentrer un rond dans un carré non plus et vice-versa. Ça a été une super expérience, 700 heures de direct à 30 ans, une expérience qui n'a pas de prix. Et puis, je suis en très, très bon terme avec TVA. On jase encore, il n'y a pas d'animosité, mais pour moi, c'est toujours important de le préciser. Peut-être que je le dise, puis c'est drôle parce que c'est ça qui est remonté quand je t'ai vu. Quoi? Il est arrivé pas habillé en télévision, hein? Il est habillé manteau de cuir. En manteau de cuir, les bottes de travail, même des bottes de construction, genre. Puis il a pris un temps fou à se préparer dans la salle de bain. Il faut que tu racontes pourquoi. Oui, d'abord, tu t'es mouillé, c'est ça. Tu voulais arranger tes cheveux, tu t'es mouillé un peu. C'est pas tant les cheveux, c'est que le gars... Il y a une chose que je fais pas dans la vie, Éric, c'est du repassage. Je n'en fais pas. Et là, je suis arrivé avec le chandail. T'étais un peu fripé, j'avoue. Ben écoute, fait que j'ai eu la bonne idée de mettre de l'eau sur le dessus des épaules. Et là, je n'osais pas sortir de la salle de bain. Donc, je frottais pendant de longues minutes. Et Éric, à un moment donné, il dit « Qu'est-ce que tu fais? On va commencer. » Arrête, tu vas être trop beau bonhomme. Non, mais c'est drôle, j'ai vu dans ta routine, la routine de quelqu'un qui s'en va faire un sport ou... tu as une routine de télévision, tu l'as depuis toujours, en fait, aussi. C'est intéressant. Tu es la première personne qui me parle de ça.
Pour faire un petit parallèle avec ma vie personnelle, moi, je suis l'histoire du grand maigre. Au secondaire, qui avait 40-45 livres de moins que ce que vous voyez pour à peu près la même Parce que grandeur. t'es beef, là, maintenant, t'as des Je muscles. suis pas beef, mais j'étais très, très, très maigre. Tu sais, le classique de film américain, pas de succès avec les filles, je jouais au génie en herbe, je suis même à la télé. Tu sais, ça marchait pas. C'était le nerd. Et j'ai décidé un jour, après mon cégep à Jonquière, de me prendre en main. De dire, ça me satisfait pas, cette enveloppe physique-là. Moi, je suis pas à l'aise là-dedans. C'est pas un jugement sur personne d'autre, c'est moi qui n'étais pas à l'aise là-dedans et j'ai décidé de prendre les grands moyens. Donc là, je m'entraîne depuis plus de 10 ans. Puis pas là, avec des produits et tout ça, juste avec la force de la discipline. Puis ça m'a permis de découvrir, notamment pendant quelques temps avec un entraîneur, que je pense avoir une petite mentalité de sportif. Pour la discipline, pour le travail qui est fait avant d'arriver, pour la préparation, pour le mental, pour le croire en ses rêves et foncer. Donc, pour moi, ce que tu dis, je le prends vraiment comme un beau compliment. C'est quelque chose qui me fait plaisir à savoir. C'était destiné à ça aussi, il faut le dire. Tu es parti d'Amos, Oui. puis tu es venu ici en ville. Raconte-moi un peu ton chemin, Jean-Pierre. Oui, donc petit gars d'Amos. Moi, dans les parties de famille, à 3-4 ans, déjà, j'animais les parties. La guerre des clans était très, très populaire. Donc, moi, là, j'avais T'avais tes cartons. Et je faisais tous les pourcentages pour toutes les questions. Je séparais les familles en 2 équipes. Et on jouait jusqu'à ce que je sois tanné. Donc, on n'arrêtait jamais. M'as-tu dit que tu avais 3 ans? Ah, 3-4 ans, facilement. Et les oncles et les tantes trouvaient ça cute au début et à la fin, ils trouvaient ça carrément insupportable parce qu'ils voulaient profiter de leur Oui. temps ensemble. Et toi, tu voulais faire ton show. Bien, en fait, oui, mais c'était jamais tellement dans l'optique de se mettre en avant, plus pour avoir du fun. Pour moi, l'animation et la télé, ça a toujours été un jeu. Fait qu'au lieu de jouer avec des petits camions comme Tonka, toi, Ouais. tu jouais à animer. Vraiment. Une grosse famille chez vous, les Gravel? Bien, la famille immédiate, 3 enfants. Moi, je suis le plus jeune avec les 2 parents. Du côté de mon père, bon, je pense que c'est 8-9 enfants. Ma mère, 7. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup de cousins, cousines quand même. Puis Vous c'est étiez, serré. vous étiez une petite famille, dans le fond, quand on regarde les chiffres. Bien, tu sais, si tu mets les cousins, les blondes Oh, ici, oui. c'était quand OK, même là, une là, bonne c'est famille. C'est serré et de party. Puis les 2 aînés, gars-filles, tu m'as Oui. dit? Donc, mon frère qui a 6 ans de plus, ma sœur 3 ans. Ils ont fait quoi, eux autres, dans la vie? Mon frère a les 2 côtés de cerveau, je le dis toujours comme ça. Donc, il était jeune, il pouvait démonter un grille-pain ou une voiture presque et le remonter. Et en même temps, c'est le meilleur musicien que je connaisse. Il chante, il joue de tous les instruments. Il fait beaucoup de contrats de sonorisation en Abitibi parce qu'ils sont tous là-bas encore. Ma sœur a étudié en marketing de la mode. Donc, c'est vraiment une vision de la mode qui, moi, m'a inspiré quand j'étais plus petit. Et finalement, là, elle est rendue dans l'événementiel. Elle a, entre autres, organisé le 100e de la ville d'Amos qui vient de se terminer. C'était la directrice des festivités. Elle vient d'où la fibre artistique dans ta famille? Ah, les 2 parents. Mon père, professeur d'art plastique. Ma mère, bibliothécaire. Ah, ben là. Tu sais, quand tu parles de raconter des histoires, faire les décors et avoir les livres, lire les Harry Potter quand ils sortaient, mais ne pas pouvoir les louer parce qu'il y avait déjà une réservation. Donc, elle me les amenait juste avant qu'ils soient sur le comptoir à 9 h le lendemain. Et crois-moi ou non, je lisais le tome dans la nuit. Pour être sûr qu'elle l'avait le lendemain matin. Exact. C'était Wow. des briques. Et très tôt, donc tu as fait toutes tes études en fonction d'aller en Ah, communication? vraiment. C'était clair. Moi, en secondaire 1, je suis allé voir l'orienteur. Puis je dis, bon, ben écoute, il faut que je te parle. Moi, je vais faire le programme Arts et technologies des médias qui est à Jonquière. Il fait, ouais. Je peux-tu faciliter les choses? Il dit, parce que mon grand est en secondaire 1. On s'en reparlera dans 4 ans. Ça, c'est moi, ça. C'est Gravel. Oui. Un bon étudiant? Le nerd. Ah, Fait que oui. vraiment, j'ai Mais cette parce chance. que le nerd peut avoir des bonnes notes, là, aussi, là. Oui, j'avais la chance d'avoir des très, très bonnes notes à l'école. J'étais un nerd qui jasait, par exemple. Fait que, tu sais, tout bavassait toujours et j'ai eu mon père comme professeur. Je pense que ceux qui nous regardent à la maison, qui ont eu leurs parents comme prof, il y a 2 options. Hein. Ou bien tu es chouchou, ou bien tu es pris en grippe. J'ai eu l'impression que tu as été pris en grippe. Oui. C'est ça, hein? Vraiment. Moi, c'était... Ah, regarde, tu sais, ça, c'est mon travail, c'est ma peinture. Non, mais non, tu vas nous refaire. Ben voyons, je ne vais pas la refaire. Non, tu peux faire mieux que ça. Oui, oui, mais mes amis, non, toi, tu vas la refaire. Donc, des parents exigeants. Oui. Qui donne un gars qui est très, très, très exigeant. Un enfant sensible, sûrement. Oui. Oui, puis un adulte sensible et exigeant aussi. Oui. Mais ça, on le traîne. On ne hein. change pas. C'est-à-dire qu'on se fait une petite corne, mais on ne peut pas tout l'enlever. Puis c'est correct. Oui. C'est correct. D'ailleurs, j'aurais des questions là-dessus un petit peu plus tard dans le courant de notre émission. Comment tu as fait pour débarquer en télévision? Parce que tu as fait le programme, puis... Mais t'es-tu débarqué du jour au lendemain à Montréal, puis ça a tout de suite fonctionné? Bien, donc je pars d'Abitibi, je m'en vais à Jonquière pour Oui. 3 ans, les 3 plus belles années de ma vie.
Moi, là-bas, j'ai vraiment trippé. J'ai tout découvert à 17 ans et demi. Donc, les filles, l'alcool, les parties, ma passion, le même soir. Alors, quand j'ai appelé ma mère, comme 4 jours plus tard, elle a dit « Puis, comment ça se passe? » J'ai dit « Mais c'est tellement le fun! Cool. Il y a des parties, je me suis fait une blonde, on se couche pas le soir. » Et qu'elle était inquiète en raccrochant. Et qu'elle a pleuré. Son bébé, je veux dire, là, il apprenait tout de la vie d'un coup. Là. Oui. Ma sœur m'a raconté des années plus tard qu'elle avait pleuré en raccrochant. Puis ma sœur riait parce qu'elle avait dit, je vous l'avais dit, que le petit tranquille, quand il allait partir d'ici, il allait suivre nos traces. L'extracurriculaire à Jonquière est assez important, d'ailleurs. C'est par là que ça passe. Mais ça fait, quand on vit ça, parce qu'il faut, dans le fond, tout ça, c'est des passages obligés de la vie. Tout à fait. Quand tu arrives à Montréal, fait que là, t'es wouhou! T'as un élan déjà. Tu me le refaire? Wouhou! C'était pas mal ça. C'était pas mal ça, Tu sais, hein? Moi, Jonquière, j'étais une victime. 8 filles pour un gars. Moi, j'étais une victime là-dedans. Oui, Donc, bien sûr. Après ça, je suis reparti en Abitibi un été. Mon oncle dirige la télé communautaire là-bas. Alors, il avait eu, tu sais, belle coïncidence, une subvention du gouvernement pour une émission estivale. Quelqu'un de qualifié qui pourrait tout faire, concevoir, produire, animer. Donc, il a fait « Ting! » T'attends dessus. Mon neveu. Oui. Alors, jamais vous ne verrez ces images qui sont vraiment gardées précieusement. Et il y a des serments qui ont été faits là, entre l'oncle et moi. Mais bref, j'ai fait cette animation-là. Attends, t'as fait toutes les émissions, on les a jamais vues? Ben, Jean Damas les ont vus. Là. OK, mais après ça, c'est-à-dire c'est embarré dans c'est un... mort, Eric, OK, là. on pourra Tu pas vas là. pas là. Non, là. Non, c'est mort. Et début août, à un moment donné, je me réveille un matin et je me dis, ça n'a pas de bon sens, tu es dans le champ. Là, la saison d'automne, c'est là que les gens sont embauchés. Je suis parti à Montréal le lendemain. Là, t'es quoi, fin août? Début août. Début août? Donc, je suis parti vraiment le Il lendemain. est déjà trop tard, non? Ben, tu sais, quand tu es stagiaire. Ce que j'ai fait en arrivant, j'ai appelé, là, en fait, j'ai contacté une première recherchiste qui était la recherchiste en chef de Christiane Charette en direct, OK. qui m'a donné la liste de toutes les émissions de Radio-Canada, Télé-Radio. Il faut savoir qu'un stagiaire n'est pas payé. Non, C'est ça. non, je te confirme. Alors, j'ai Comme contacté... je le disais surtout aux gens, là, c'est vraiment pas payant. C'est ça. Zéro open bar. Mais là, tu apprends ton métier. Ben oui. Donc, ton premier stage, c'est avec Patrice Lécuyer, c'est Ben, ça? j'ai appelé toutes les recherchistes de toutes les émissions. Et celle de L'Écuyer chez Avanti m'a appelé. On a jasé longtemps. J'ai rencontré le producteur qui est Dominique Trudeau, qui m'a dit « On n'a pas de job pour toi », que je trouvais tellement bizarre. Moi, j'arrivais de mon Abitibi puis du Jonquière. C'était un producteur qui est tellement éclaté. Salut, Dominique. Et il m'a rappelé quelques jours après en disant « On t'embauche pour un mois ». Après un mois, j'ai dit « Ben, allez-vous me garder ?» Il m'a donné un autre mois. Après le deuxième mois, il m'a donné un troisième mois. Puis après le troisième mois, je suis allé le voir. Puis j'ai dit « Là, Dominique, Là, faut que tu est-ce le que payes. vous me gardez? » Fait qu'il a trouvé que j'avais du front, puis il a dit « On va te garder. » Et c'est comme ça que ça a débuté. Eh oui. De fil en aiguille. Mais oui. Ça te fait combien d'années de métier, Jean-Pierre, maintenant? Ça fait 13 ans. Et c'est fou de dire ça, je trouve. Est-ce que tu es là où tu voulais être? Parce que là, on parlera du parcours, parce qu'effectivement, C'est il a, la question. il a beaucoup changé, là. Le parcours a beaucoup changé, Ouais. tu l'as bien compris. Comme moi, je suis pas un gars qui a des regrets ou vous aurez déjà compris, quand j'ai un rêve, j'essaie de le réaliser, de le mettre en pratique. Je dirais que oui, je suis là où je voulais être. Moi, je t'ai vu, la dernière entrevue qu'on a eue ensemble, je t'ai Tu vu. vas me dire, moi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Non, mais je me trompe-tu? Est-ce que ma mémoire me joue des tours? Il me semble que tu étais en couple, tu allais avoir une maison, tu voyais des bébés, ça a tout tombé à l'eau. Ouais. Puis tu as remis ton compteur à zéro, puis tu as fait c'est pas cette vie-là que je veux. C'est ça un peu? Je me trompe-tu en le disant, Jean-Pierre? En fait, c'est exactement cette vie-là que je veux, mais pour l'instant, cette vie-là ne veut pas de moi. En ce sens que les enfants, ça a toujours été un très, très grand rêve. Moi, à 20 ans, j'en parlais, puis tu seras d'accord avec moi, des gars de 20 ans qui parlent de ça, c'est moins Ils sont courant. rares. Ouais. Et tous mes amis me regardaient en disant « T'as comme le temps ». Maintenant, tous ces amis-là ont des enfants et je suis le seul qui n'en a pas encore à 34 ans. Ça te fait quoi, ça? C'est une peine. C'est pas, tu sais, je commencerai pas là, à pleurer en disant j'ai 34 ans, j'ai le temps encore. Oui. Mais c'est que ça fait quand même 12, 13, 14 ans que j'en veux. J'ai eu des super filles, vraiment, j'ai été privilégié. J'ai pas trouvé la bonne encore pour qui construire ça. Entre-temps, tu vois, j'ai été bénévole à Sainte-Justine. Moi, pendant un an, j'ai bercé des bébés. J'avais ce désir-là d'enfant, fait que je me suis dit, je vais le donner au moins à quelqu'un. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais j'ai bien hâte. J'ai toujours dit, je ne sais pas ce que je vais valoir au niveau professionnel, même si j'ai l'impression que j'ai un petit quelque chose à offrir, mais je pense que je vais être un bon papa. Donc, tu n'as pas de conjointe? Actuellement, non. Pas d'enfant. Non, ça, je te le confirme que non. OK, on ne sait jamais des Oui, fois. c'est ça. Là, tu te cherches une... attends un peu. Là, tu te cherches une maison? Oui, 9e déménagement en 15 ans. Je songe à consulter. Vous pouvez d'ailleurs peut-être contacter la station. Attends, si vous voulez offrir vos 9e services. déménagement en 15 ans. Oui.
Mais tu dois tout perdre entre les déménagements. Tu dois comme plus rien avoir. En fait, c'est le contraire. C'est que j'ai de plus en plus de choses, mais de moins en moins d'énergie. OK. Ce que je perds, c'est l'énergie parce que c'est extrêmement fatigant. Au début, tu peux déménager dans une voiture familiale, mais maintenant, ça te prend un camion, c'est ça? Oui, et des amis qui ont des bras. Peut-être pour ça que je m'entraîne finalement. C'est juste pour les 9 déménagements. J'aime ça. J'aime l'immobilier. J'aime l'architecture. Puis qu'est-ce que tu aimes dans le déménagement? Il me semble que c'est la pire affaire. Le renouveau. J'ai des coups de cœur fréquents. Je suis un gars qui... mon parcours professionnel le prouve aussi un peu. Je me donne beaucoup, mais il peut arriver que je me tanne rapidement. Donc, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin que ça change. Et là, ben c'est la banlieue. Si tu m'avais dit ça il y a 6 mois, j'aurais dit, ben oui, Eric, Ben oui. je pense pas. Un cabanon avec une tondeuse puis une piscine, ben oui. Ben oui, en effet, parce que j'ai comme un coup de cœur actuellement que je dévoilerai pas pour me laisser une petite marge de jeu avec l'agent Lagence. Je comprends. Mais oui, il y a une piscine et un cabanon sur le terrain. Donc ça, c'est le changement aussi. C'est la vie. Tu es en train d'installer les bases de ta nouvelle vie. Puis ta nouvelle vie, c'est aussi, et je l'ai mentionné en début d'émission, tu es devenu un missionnaire. Il va falloir que tu m'expliques c'est quoi ça. Ouais. Parce que là, tu n'as pas le col romain, tu n'as rien, là, je veux dire. C'est un nouveau genre de missionnaire. Oui. C'est né sur les ondes de Rythme FM. On m'a donné une chronique quand j'étais réalisateur de l'émission matinale l'an dernier avec Grégory, José Boudreau, Stéphane Richard. On m'a dit, tu fais ce que tu veux. Et comme ils ont compris que j'avais cette essence-là en moi de vouloir un peu aider les gens, ils m'ont appelé le missionnaire parce que je remplissais des missions. Les gens voyaient sur le site une demande de mission, un vieux rêve non réalisé, le besoin, le désir de venir en aide à quelqu'un, justement, qui est dans le besoin. Donc, chaque semaine, on faisait un heureux comme ça. T'étais un Chantal Lacroix dans le genre? Bien, tu sais, Chantal Lacroix change des vies. On va se le dire, puis elle le fait très bien. Moi, j'aspire à changer des minutes. Puis je considère que dans une journée, on peut changer plus de minutes que de changer des vies. Donc, quand la fin là, du printemps est arrivée l'an passé, je me suis questionné. Où je suis rendu, qu'est-ce que je veux faire dans ce parcours-là? Je me suis rappelé qu'on me disait que j'avais la fibre entrepreneuriale, tu l'auras compris, et que, oui, je voulais aider, un peu faire de l'humanitaire. Donc, j'ai fait 1+1, puis j'ai dit, le missionnaire qui fonctionnait bien à Rythme FM, je veux en faire une entreprise. Donc, c'est un hasard du parcours qui t'a amené à devenir le missionnaire. Une vieille idée qui a finalement germé. Tu sais, le missionnaire, les gens comme toi, certains vont penser au prophète, d'autres à la position sexuelle du même nom. Moi, je dis toujours, je suis au juste milieu. Comme le prophète, je répands la bonne nouvelle, mais comme la position, j'aspire à le faire dans le plaisir. Oui, surtout que tu es célibataire, je peux comprendre. Puis tu sais, on va continuer, puis il va falloir que tu m'approfondisses ton affaire de missionnaire. avec Okay? grand Parce que là, plaisir. on vient juste d'ouvrir un peu la boîte, là, et on va fouiller dedans tout à l'heure. Avec Jean-Pierre Gravel. Jean-Pierre, c'est drôle comment j'ai l'impression de te connaître, puis dans le fond, on se connaît pas tant que ça. T'as raison. Puis moi, on s'est souvent croisés, mais dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de jaser. Mais on a des affinités, puis Oui. je pense que c'est ça qu'on ressent. Peut-être que vous le ressentez vous aussi à la maison. Parlons de 5 sujets pendant les prochaines minutes, des sujets que je demande à mes invités de me soumettre. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu t'en souviens pas? OK, on va parler de la télévision et particulièrement de la série Nouvelle Adresse. Ah oui. Avec Macha Grenon, que j'ai redécouvert, Macha Grenon. Je suis content qu'elle ait eu ce rôle-là. Elle en avait besoin dans sa carrière. Là, c'est vraiment un coup de cœur. Moi, ma série fétiche, c'était Scoop. J'ai étudié en presse écrite, on l'a dit tantôt à Jonquière. Moi, là, je capotais sur Macha Grenon. Je le sais, messieurs, que vous n'étiez pas tout seul, le grand. Je sens ça déjà de votre part. C'était la femme magnifique, Absolument. la femme de tête, la femme de cœur et la femme de corps. Ouais. Elle avait vraiment tout. Elle faisait la job que je voulais faire. Elle était avec Roy. Roy, c'est un gars d'Amos, là. Moi, c'était moi, là. Tu comprends? Je me voyais là-dedans. Prendre sa place, là. Ben, j'aurais bien voulu, mais... Et puis là, Eclipse, on la voit pas pendant tellement d'années. Je me souviens avoir fait une entrevue avec elle, notamment quand j'étais chroniqueur à Salut Bonjour, puis j'étais bien, bien nerveux. Une femme fragile, Ah. Macha. Hey, je vais même te confier quelque chose, Éric. C'était une entrevue que je faisais où on avait inventé un segment qui s'appelait Tableau noir. J'avais 8 sujets, j'avais pas de questions préparées, puis on jasait autour de ça. Et un moment donné, j'étais arrivé avec le mot « enfant » avec Macha, et je l'avais déstabilisée sans savoir, évidemment, ce qui se passait peut-être pour elle. On ne sait pas, hein? Peut-être qu'elle avait décidé de ne pas en avoir, peut-être qu'elle pouvait pas, peu importe, ça lui qu'elle appartient. avait pas juste pas rencontré la bonne personne aussi. Mais j'ai senti, puis elle m'avait vraiment dit « Ah, mais ce sujet-là me touche, j'aimerais mieux que... » Tu sais, j'avais vraiment eu un petit moment, puis je voulais pas la décevoir, puis ça n'avait pas créé des mois ou autres ou de malaise, mais j'avais eu quelque chose de près, une proximité avec elle. Et là, quand j'ai découvert Nouvelle Adresse, que j'ai revu Macha Grenon, j'ai écrit plein de fois sur Facebook à Richard Blémer, l'auteur, pour lui dire merci. La dernière, si vous ne l'avez pas vue, jamais une série, que ce soit québécoise, américaine ou internationale, ne me laissait dans un tel état. J'ai pleuré longtemps.
Et qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Bien, je l'ai réécouté. J'avais besoin de le réécouter, puis peut-être que c'était le stress puis la fatigue qui sortait aussi. Les gars, des fois, ça sort moins, puis on dirait qu'on trouve un canal, puis tout ça là. C'est une superbe série. C'est un gros coup de cœur. Bon, la suite logique serait de lui écrire une petite lettre. Oui. Et d'espérer la croiser pour pouvoir lui remettre en main propre. Oui, encore plus. Je l'ai vu à Pénélope lundi pour sa première, puis c'est vraiment une femme avec un grand talent qui n'a rien à envier, à mon sens, aux meilleures actrices internationales. Et enfin, elle a pu nous le prouver. Ah, vraiment. C'est juste que ça faisait longtemps. Quelqu'un n'avait pas peut-être imaginé ce rôle-là, mais Blémer le fait. Mais peut-être que c'est elle aussi qui avait besoin de se retirer un peu. Puis ce casting-là aussi, dans les séries, on n'avait pas vu ça avant. Ici au Québec. Oui, puis les gens avaient peur. Une série sur le cancer, qui va regarder ça? Le cancer afflige tout le monde. Absolument. Pourquoi s'asseoir devant la télé le lundi soir? Au contraire. Au contraire. Parlons des qualités féminines versus les qualités masculines. C'est un autre de tes sujets. Ouais. J'ai hâte de voir comment tu vas me développer ça, mon Jean-Pierre. En fait, c'est que les Gravel, ce sont des obstineux. En tout cas, mon père l'est. Alors, salut Gilles. Et il y a quelques semaines, on a eu une petite discussion là-dessus. On finit toujours en bon terme. Je pense qu'on aime ça les deux. Pas se quereller, mais se picosser. Puis, on parlait de qualité féminine versus masculine. Ce que j'en comprends, c'est que dans le temps, les femmes, peu de choses leur étaient permises sur le marché du travail, évidemment. C'était enseignante, infirmière. Secrétaire. On souhaitait beaucoup les garder à la maison. Donc, les qualités qui étaient développées, c'est l'empathie avec les enfants, peut-être même avec les patrons qui sont parfois des enfants. L'organisation, la générosité, la gentillesse. Alors, quelqu'un disait récemment, je pense, pour la Journée de la femme, lors d'une entrevue, je pense que c'était Isabelle Maréchal, elle avait des invités là-dessus qui parlaient d'une soirée qui était organisée. Puis, tu sais, il disait, oui, mais l'empathie, la générosité, c'est des qualités féminines. Hey, là, moi, là... Je pense que l'empathie et la générosité, tout le monde là, c'est qu'elle est développée ou pas, selon l'enfance qu'on a, selon le parcours. Ou pas. Ou démontrée ou pas. Maintenant, il y a des hommes qui font les métiers qui traditionnellement étaient réservés aux femmes et vice-versa, et c'est bien tant mieux. Et moi, je pense pas que l'empathie, c'est une qualité féminine. Je pense qu'on a tous ça. L'intuition. On dit l'intuition féminine, mais voyons donc. L'intuition, c'est qu'elle est peut-être pas assez développée chez nos petits gars. C'est-à-dire que les gars ne écoutent pas assez la petite voix, tandis que la femme, oui. Cette petite voix-là, on l'a. Moi, c'est ce qui a guidé ma vie. Oui. Puis j'ai jamais eu d'agent pour faire mon chemin dans ce milieu-là qui, tu le sais, est très, très difficile. Très difficile. J'ai toujours écouté mon intuition. J'ai lâché des jobs alors que les gens me disaient « Mais t'es complètement fou! » Mais j'écoutais l'intuition. J'ai déménagé quand mon intuition le disait. Puis bon... Tout ça pour dire que ça m'horripile un peu d'entendre ça. Je trouve que ça devient des préjugés, parfois positifs, parfois négatifs, parce qu'un préjugé peut être favorable ou défavorable, mais je trouve que ça n'a rien à voir. C'est pas d'avoir du féminin en soi ou du masculin, c'est des qualités qui ont été développées, qui sont évidemment, qui peuvent être plus présentes. Certains ont des qualités puis d'autres les ont pas, mais je trouve ça très, très réducteur d'associer ça aux femmes. Puis si j'avais quelque chose à dire, si j'étais professeur dans une classe avec des petits gars, je leur dirais écoutez la voix. Parce que l'intuition, c'est ça qui va vous aider quand il n'y aura plus personne autour de vous. Puis moi, je dirais, mettez plus de professeurs dans les écoles. Parce qu'il manque de modèles masculins. Ah oui, je suis d'accord. En ce moment, pour les petits gars, moi, je me souviens d'un professeur que j'avais au primaire, M. Savino, qui, écoute, il a été une inspiration toute ma vie. Cet homme-là, parce que je me suis reconnu en lui et j'ai voulu lui ressembler. Moi, c'est Georges Perrault, secondaire 3. Bon, ben, tu vois. Ouais. L'importance d'avoir sa couleur. C'est quoi ta couleur à toi, Jean-Pierre? Je ne sais pas si c'est une couleur en tant que telle, mais on parlait du milieu qui est parfois difficile. Pour tous ceux qui nous regardent, là, les jeunes qui veulent entrer dans ce milieu-là, qui est vraiment formidable. Tu sais, on n'arrête pas de dire que c'est difficile, mais évidemment, si on y reste, c'est parce que ça vaut la peine et qu'on s'en nourrit. Il faut... Et que c'est une drogue. C'est une drogue. C'est ma drogue. Oui, c'est ça. C'est celle que je C'est prends. ta drogue de choix, oui. Inquiétez-vous pas, les parents, là, Jonquière est loin derrière. C'est ça. L'idée, c'est qu'il faut trouver sa façon de faire, il faut trouver sa couleur. Tu sais, l'expression « il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus », quand vous rentrez comme stagiaire sur le marché du travail, il faut pratiquer ce que moi j'appelle le harcèlement positif. Il faut contacter les patrons, envoyer des courriels, laisser des messages, le faire, le refaire et le refaire. Bien, il y a Hubert Mention qui a écrit un livre, ils vous diront non, je pense. Ils vous diront tous non. C'est ça. Un livre que j'ai adoré. OK.
qui a bien des anecdotes en plus, l'international avec Madonna puis Michael Jackson. C'est un super livre à lire. Il faut trouver une façon de faire son chemin. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire en partant, si vous avez l'impression de déranger les gens, si vous avez l'impression que vous ne méritez pas d'avoir leur temps, ça n'arrivera pas. Non, on va aller travailler dans le bureau. Oui, il faut vraiment trouver sa façon. Refus, ou probablement pas, là, tu sais. En tout cas, pas à cette mesure-là. Là. Excuse-moi, tu as parlé de Star Academy 2009, l'animation de la quotidienne. Oui. Moi, j'avais été recherchiste, j'avais été scripteur. Je voulais ce job-là. J'ai écrit des courriels à Julie Snyder, Stéphane Laporte et France Lausière, la grande patronne de TVA. Ils m'ont convoqué en audition en février 2008. J'ai eu la réponse en décembre 2009. Fais le calcul comme tu veux, c'est bien long. Et aux 3 semaines, je leur réécrivais avec un nouvel argument. Pourquoi vous devriez me prendre? Bien, parce que je ne suis pas trop connu, parce que j'ai un peu le même âge que les autres, je vais comprendre leur réalité. La ligne est fine entre l'harcèlement positif puis le gars, il va-tu me lâcher? Là? Oui, si tu es capable d'avoir des arguments, puis de les faire sourire, puis de leur rappeler leur début à eux, ça peut marcher. Si tu es juste fatigant, ça ne marchera pas, c'est sûr. Ta dépendance au cachet et non au cachet. Explique-moi ça. Oui, au cachet. Je connais la nuance, là, mais explique-la à nos téléspectateurs. C'est pas au cachet avec un S, là. Donc, cachet argent, tu parles? Cachet, non. Cachet poutre de bois, cachet pierre et cachet brique. Moi, là, tu as parlé de neuf déménagement. J'ai un jour eu la chance d'avoir une propriété qui avait de l'histoire. Ah, je pensais que tu me parlais de cash. Non. Une propriété qui avait de l'histoire. Je suis rentré là-dedans où ça, c'est rentré en moi puis c'est jamais ressorti. Ce qui fait en sorte que quand je fais mes recherches là, pour la prochaine maison, j'ai besoin d'avoir du bois. J'ai besoin d'avoir de la brique, j'ai besoin d'avoir de la pierre. Des matériaux nobles. Je me sens bien là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a comme une histoire qui était là, que je continue. Mais il y a des vibrations, c'est clair. Peut-être que c'est le gars qui vient d'Abitibi aussi, qui a besoin d'avoir son bois, là. Son bois, Puis on se disait hors d'onde à quel point je tripe panache. Là. Oui. Là, on voit des panaches décoratifs partout. J'en ai une trollée dans la maison. J'ai un chalet urbain actuellement. Dans le Vieux-Montréal, je me suis vraiment fait un chalet urbain. Je ne sais pas pourquoi ça aussi. Vous pouvez peut-être appeler pour une thérapie. Oui. Mais c'est comme en moi. Puis je peux pas l'expliquer. Moi, j'ai mon meilleur ami, là, il dit, je peux pas venir chez vous, la pierre, ça y fait peur. Il dit, ah non, moi, ça me rend triste. Il y a comme des vibrations qui sortent de là. C'est comme un monument funéraire pour lui ou quoi? Je sais pas. Moi, c'est le contraire. Je trouve ça chaleureux. J'ai envie de recevoir les gens puis de leur proposer mon environnement comme ça. Écoute, je te comprends tellement. Moi, j'ai grandi dans une maison que mon père a bâtie de ses propres mains avec des ouvriers pendant 25 ans. Il allait chercher des pierres dans le champ, des pierres de champ. Des champs. Et il a fait venir un maçon de France pour monter des murs de pierre des champs puis des poutres de grange qu'il avait achetées. Démoli. C'était ça chez nous, une chaire d'église. Moi, les comme granges, bar, toi, imagine-toi. J'adore les granges. Ça aussi, c'est le côté d'Abitibi. Donc, mon gros plaisir, c'est d'amener du moderne là-dedans. Donc, C'est vrai que le mélange est beau. Ah oui. Le mélange est très, très beau. C'est éclectique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut changer? Ou est-ce qu'on peut changer? C'est ça ta question, dans le fond. Je veux dire, est-ce que la personne change? J'ai envie de te la poser. Tu penses quoi, toi? Je pense que non. Ah, tu penses que non? Non, attends un peu. Je vais la nuancer. Je vais nuancer ma Nuance-nous ça, Eric. C'est-à-dire que, fondamentalement, je suis ce que je suis, mais extérieurement, effectivement, puis je peux changer. Parce que et tu le dis, en vieillissant, on devient moins niaiseux, on est plus avisé, on est plus sensible, on sait plus ce qu'on veut. Tantôt, c'est drôle, en début d'entrevue, on disait, bon, on ne change pas, on le disait en rigolant avec, quand on parlait de nos deux personnalités. J'ai eu une rupture à un moment donné qui a été difficile, il y a peut-être un 4-5 ans. Et le nœud de cette fin de relation-là, c'était moi qui aspirais à changer, à s'améliorer, parce que je veux pas que ça sonne cucu, mais je crois vraiment qu'on peut s'améliorer et qu'idéalement, chaque jour, il faut être un petit peu meilleur. C'est vrai. Et mon ex-conjoint me disait, mais non, on ne change pas. Si tu as ça, puis que j'aime pas ça chez toi, puis que ça devient insupportable, je préfère que la relation se termine. Je dis, ouais, il y a des choses qu'on peut travailler. Moi, je pense qu'on peut vraiment travailler. Je pense que c'est extrêmement difficile. Là, je suis d'accord avec toi. Là. Mais je pense qu'il faut le faire. Les bases vont rester, comme les bases de la maison. Mais il faut vouloir changer puis s'améliorer. On ne peut pas juste chialer que le monde va mal, que c'est plein de cynisme en 2015 puis pas bouger nous-mêmes. Puis, tu sais, bon, parlons de vie de couple. Je veux dire, quand tu es avec quelqu'un, puis moi, ça va faire 12 ans cette année, je suis avec Josée. Oui, tu la salueras. Ma belle Josée, bien, écoute, elle va regarder l'émission. Je la salue. Ce que j'apprends, c'est à aimer l'autre personne telle qu'elle est et vice-versa. Tu sais, c'est-à-dire qu'on ne veut plus changer la personne. On dit, OK, elle est comme ça, on l'accepte. Puis même qu'on en rit, tu sais, maintenant, nos petits défauts, ça nous fait sourire l'un et l'autre.
Je suis là-dedans. Il n'y a plus de guerre de pouvoir. Tu sais, quand on parlait d'exigence tantôt, c'est ma plus belle qualité, mon plus gros défaut, c'est un gros défaut. Autant envers moi-même que, justement, avec une personne que tu veux pas changer. L'idée n'est jamais là parce que quand tu choisis quelqu'un, c'est parce qu'elle t'attire, c'est parce qu'elle a des qualités qui te parlent. Il y a des qualités que tu n'as pas. Que tu n'as pas, que tu veux essayer d'aller voler, en quelque sorte. Mais j'ai ce défaut-là, peut-être, de... Je suis là-dessus à travailler l'exigence, puis prendre la vie plus à la légère. Tu sais, je suis un gars qui est quand même rigolo, qui a ce côté-là, puis je voudrais plus m'en rappeler pendant 24 heures dans une journée. Moi, justement, José me dit souvent, je suis trop souvent dans ma tête, pas assez dans mon corps. Oui. C'est souvent, je dirais l'artiste, là, on est dans notre tête, on est dans notre caverne un peu. Là. C'est ce que je lance. OK. On continue à jaser avec mon ami Jean-Pierre Gravel. Ce soir, nos âmes s'envolent, ensemble on perd sa nuit. Ce soir, on s'abandonne sous les sons de nos cris. Si vous avez regardé les premières minutes de l'émission, on a jasé un petit peu de Missionnaire TV, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, Jean-Pierre, je vais te donner les prochaines minutes pour que tu m'expliques ce que c'est Missionnaire TV, parce que ça fait partie des 3 moments qui ont changé ta vie. Ah, totalement. Donc, je dirais au printemps dernier, je vais cogner à la porte de Daniel Henkel, dragonne de Radio-Canada que je connais pratiquement J'ai pas. reçu ici à l'émission. Et j'ai une fausse carte d'affaires, il y a ma grosse face, et c'est écrit Jean-Pierre le missionnaire. Alors Daniel me dit, mais asseyez-vous. Et là, j'ai peur qu'elle me dise, comme dans l'émission, belle idée, mais je passe. Et là, elle me dit, ah, mais c'est une bonne idée. L'idée, c'est de dire, chaque entreprise a un budget marketing. Nous, ce qu'on leur offre, c'est une semaine punch de marketing. Et au lieu de l'investir de façon traditionnelle, on va aider les gens à réaliser leurs rêves. Donc, sur le site lemissionnaire.tv, qui est actif depuis septembre, vous pouvez envoyer vos demandes. On essaie de matcher, d'associer une demande de vieux rêves non réalisés avec un partenaire. Comment tu fais ça, ce matching-là? C'est bien simple. Donc, par exemple, Jean Coutu. Jean Coutu, on les connaît, bon, pharmacie, évidemment, mais ils sont là pour la famille. Une marque très, très forte auprès des femmes. On connaît les produits qu'ils offrent. Eux sont venus comme partenaires. Ils m'ont fait confiance et on a choisi une histoire qui les touchait. En l'occurrence, 5 jeunes sœurs âgées entre 9 et 20 ans qui venaient de perdre leur maman d'un cancer. La maman avait 38 ans, Oh, Éric. mon Dieu. Donc, un père en deuil et 5 jeunes filles. Dominique, les enfants, je vous offre mes plus sincères sympathies. Je voulais vous offrir Noël avant le temps. Je sais que perdre maman, c'est pas facile pour vous. Jean Coutu, le missionnaire, on prétend évidemment pas pouvoir régler la situation, mais on s'est dit que c'était le 1er décembre pour tout le monde, que c'est supposé être le mois des réjouissances, puis ben, on s'est dit que peut-être qu'on peut amener un petit peu des étincelles dans vos yeux l'espace d'un court instant. Donc, nous, on est arrivés là-bas. On leur a offert, c'était quelques jours avant Noël, on leur a offert des premiers petits cadeaux personnalisés pour chacune des filles, sachant bien qu'on n'allait pas effacer la douleur. On avait un message vidéo personnalisé des Sœurs du Four-la-Pointe, championnes de ski acrobatique, qui sont porte-parole pour la marque de cosmétiques personnelle et qui représentent vraiment la force entre sœurs, une unité qui est incomparable. Alors, ça les a beaucoup touchés. On a donné des certificats cadeaux pour le papa pour recevoir pendant les fêtes et on est sorti à l'extérieur. Ils ont un petit cours d'eau qui passe pas loin de la maison et on a fait un envol de lanternes chinoises, lanternes sur lesquelles elles avaient écrit un dernier souhait vers leur maman. Donc la capsule s'appelle « Les yeux au ciel » et ça a été vu en quelques jours à plus de 16 000 reprises sur YouTube. Et comment tu... Ce sont ces sœurs-là qui t'ont approché? Donc, c'est l'amie de la famille qui m'a raconté l'histoire. Elle a dit, je pense que cette famille-là aurait besoin d'un coup de main. Alors, nous, on a fait ça. Jean Coutu a eu la capsule vidéo, a eu une mention radio, parce que j'ai ma chronique du missionnaire les mercredis matins à Rythme FM 105.7. Et pendant toute la semaine sur les médias sociaux, bien, c'est une visibilité qui est positive. Bon, tu le dis, c'est accidentel, mais en même temps, ça répond à un grand besoin que tu avais en toi. Oui. Puis... un but à faire ce métier-là, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Une vraie mission. Puis là, je vous parle d'une histoire qui est très touchante. On fait des affaires qui sont beaucoup plus simples aussi et bonne humeur et inspirantes. Bon, donne-moi un autre exemple. Écoute, il y en a tellement. Pour la Journée de la femme, c'était Daniel Henkel, ma partenaire pour cette semaine-là. On a trouvé une femme d'exception du côté de Sherbrooke. Puis Éric, on lui a fait 25 coups de bonheur.
Alors elle, son petit dimanche matin, le 8 mars, elle s'est levée pour aller à l'église. Bien, il y avait un petit mot en dessous de sa chaise. Un petit mot personnalisé. À la fin de la messe, le curé lui a souhaité bonne semaine devant tout le monde. Je souhaite une bonne semaine et spécialement à Mme Lucienne Poisson. Bonne semaine. Hey, Lucienne, 74 ans, elle capotait, là, elle ne comprenait pas. Elle est sortie sur le perron de l'église, il y avait un 20 sous son pied. Elle est allée bruncher, il y a une inconnue qui lui a offert des fleurs. Sa pièce fétiche a joué dans le resto. Et ainsi de suite. 25 coups de bonheur jusqu'à ce que son mari, 86 ans, s'agenouille devant elle et lui chante vraiment leur chanson fétiche. Une capsule qu'on a appelée 25 coups de bonheur. Mais là, voyez la caméra. Non, c'est des caméras cachées. Wow. Alors, j'avais ma partenaire qui avait son cellulaire à côté du banc d'église qui la filmait. On avait une petite caméra cachée. Nous, on était cachés derrière un buisson avec un plus gros appareil. Tu sais, Jean Coutu a répondu présent à l'appel. Gaz Métro, Métro, Sun Life, Transat, Trévi, Énergie Cardio. De belles compagnies qui ont décidé de nous faire confiance parce que c'est une entreprise qui est unique au monde. On a notre numéro de brevet en instance pour la méthode d'affaires. Il y a quelque chose qui se passe actuellement. On est ouvert depuis septembre, puis on est sur Facebook, évidemment, Missionnaire TV. Ça n'existe pas nulle part, ce Non. maillage-là? Tu as toujours vu des compagnies qui font des stunts en bon français, comme WestJet le fait. Ou Dove? Ou Dove, donc une campagne qui attire l'attention. Mais nous, chaque semaine, on fait une mini-campagne avec un nouveau partenaire qui investit en nous à un montant fort abordable, là, pour vrai. Pour ce qu'on offre, là, souvent les gens nous disent « Bien, c'est bien pas cher. » Bien, on veut se faire un nom. Veux-tu devenir riche avec ça? On fait pas, on part pas une entreprise comme le missionnaire.tv pour devenir riche, je te le confirme. Tout l'argent revient dans l'entreprise. Il y a 2 salaires qui dépendent directement de ça, plus un 3e complice. On est une petite équipe pour l'instant. Je suis capable d'en vivre. On vit pas riche, mais on vit vraiment, vraiment riche dans le cœur. Tu me permettras de remarquer que tes souliers n'ont pas été cirés depuis très longtemps. Et Non. c'est des vieilles godasses. Oui. C'est drôle que tu parles de ça parce que je les ai vus ce matin puis je me suis dit, est-ce que je les vernis? Puis je me suis dit non. Ces souliers-là sont avec moi depuis Salut Bonjour Week-end. Montre-moi-les. C'est les... Montre-les, montre-la, les je vais gars. devenir rouge, hein, je t'ai dit que je rougissais. Non, c'est correct. Avec les petits bas ici, là, tu vois. Je sais pas si la caméra peut les prendre. Vas-y donc, monsieur le réalisateur. C'est les premiers souliers que j'avais quand j'ai animé à Salut Bonjour Week-end en OK. 2010. C'est que là, ils ont 5 ans de vie. Et je les ai pas cirés. J'aime le look que ça donne. On parlait de cachet avec les maisons. J'aime le look que ça donne, le look travaillé, le look expérience. Puis j'ai décidé de les garder comme ça. Donc, tu t'inquiètes pas beaucoup de l'image que tu projettes. Certains diraient oui. En vieillissant, moins. Puis si j'ai fait ça, là, c'est vraiment pas pour t'embarrasser, tu le Je suis comprendras. vraiment choqué. Non, c'est vrai que ça en dit sur moi. Ça en dit beaucoup, les souliers. Oui, puis moi, j'ai besoin d'être confortable, puis je trouve qu'ils ont une valeur sentimentale que je ne veux pas enlever. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait des trous, puis qu'ils ont juste... Ils ont mon expérience de vie. Peut-être que c'est aussi comme... on est en période d'austérité, donc il faut que je fasse Ouais. attention comme notre ministre des Finances. C'est ça, on prend pas des nouveaux souliers, mais on use ceux qu'on a déjà. Ceci dit, c'est vrai, tous les jeunes entrepreneurs, bien, même les plus vieux, seront d'accord avec moi. Quand on se lance en affaires, les priorités changent. Et oui, là, les priorités ne sont pas là-dessus, sont vraiment sur la compagnie. Tu m'avais dit à l'époque que tu avais consulté Ah oui. un psychologue. Qu'est-ce que tu as appris de cette consultation-là? Sans tomber trop dans les détails, Jean-Pierre, mais il y a sûrement quelque chose qui a émergé, là. Oui, il faut. C'est 2 ans de notre vie. Tous ceux qui consultent savent de quoi je parle. Ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait pour mes 30 ans. J'ai toujours su que j'allais y aller, puis à 30 ans, j'ai dit c'est maintenant. J'ai appris, je crois beaucoup à ça, que c'est l'enfance qui nous forge et qui nous forme. On est le produit, justement, du terreau dans lequel on a poussé, hein, c'est ça. Moi, j'ai été choyé. Tu sais, j'ai pas eu une enfance là, malheureuse, puis je suis pas là pour commencer à m'ouvrir et à m'épancher, mais on a tous des petites blessures d'enfants, puis on a notre façon de réagir qui nous a vraiment modelés en tant qu'individus et en tant qu'adultes. Nous sommes tous des petites pâtes à modeler. Et il faut accepter de travailler ça. C'est ça, exactement. Je pense que oui. Puis j'ai pas fini. Non, donc, oui, parce qu'une fois que tu as trouvé une partie de tes réponses, tu cherches d'autres réponses. C'est jamais fini. C'est jamais fini, c'est ça, exactement. Mais je le conseille vraiment. Puis encore une fois, tantôt, on parlait de la différence homme-femme. Tu sais, les hommes sont moins enclins à le dire, sont moins enclins à y aller.
c'est comme dans bien des choses, c'est le premier pas. C'est comme d'aller au gym. Une fois qu'on est là, ça va bien. Une fois qu'on est là, qu'on a trouvé la bonne personne qui nous écoute puis en qui on a confiance, c'est un cadeau à se faire. Ce qui me choque le plus, c'est quand je lis la nouvelle qu'un gars s'est suicidé, qu'un gars est parti avec ses enfants, qu'il les a tués. Ça arrive tellement souvent. Plutôt que de consulter, et tu en as sûrement autour de toi des gars qui ont fait ça. Qu'est-ce qu'on a, nous autres, les gars, qui ne viennent pas à maturité? C'est drôle, ça. Alors qu'on a une société complètement ouverte. C'est un beau sujet que j'ouvre là. La crainte du jugement, la crainte de déranger. Puis je ne veux pas encore dire que c'est juste les gars parce que j'aime pas tant les stéréotypes, mais force est d'admettre que le taux de suicide chez les hommes au Québec est effarant, là, dans les plus hauts au monde. Un orgueil, souvent. Puis de se dire soit que ça va passer ou c'est pas assez important pour que je dérange quelqu'un avec ça, il va rire de moi, On a beaucoup peur du jugement, les gars. Ouais. Aussi. Moi, je pense que justement, c'est de trouver le professionnel, c'est son métier, il est payé pour ça. Fait que si toi, tu veux pas déranger tes proches, c'est une chose, c'est ta personnalité, puis il faut respecter ça, mais va voir quelqu'un. D'être ce que tu es, le tournant que tu as fait, est-ce que tu penses que ça a aidé ou nuit un peu à ta place dans ce métier-là? Écoute, moi, ça m'a énormément aidé. Mais ça m'a fait prendre conscience de quelque chose que je savais déjà puis que je voulais pas voir, qu'il y a beaucoup de superficiel dans notre métier, qu'il y a beaucoup de gens pas vrais, qu'il y a une image qui est tellement importante. Moi, j'adhère de moins en moins à ça. J'ai toujours dit, je veux réanimer. Le petit jeu d'enfant à 3 ans, c'est encore là. T'sais, on va jouer à garder les clans tantôt, là, quand les caméras vont être fermées, tu vas voir. Mais l'idée, c'est que je vais le faire si ça me ressemble, si c'est un projet qui me ressemble. Bien, missionnaire, ça te ressemble. Ça pourrait Totalement. ça pourrait facilement être une mission. Ça pourrait l'être et ce ne serait pas dans la veine d'une Chantal Lacroix. Moi, je suis un gars de 34 ans. Ce serait même différent des capsules que je fais. J'ai déjà l'idée en tête. Ça va être quelque chose, je dis ça va parce que j'y crois. Ça va être quelque chose de léger, de bonne humeur, puis qui va être une bouffée d'air frais dans... on a-tu une année 2015 qui est difficile jusqu'à présent, qui va dans tous les sens, qui fait peur à tout le monde, puis je m'inclus là-dedans. Ouais. Ça va être quelque chose d'inspirant. On a besoin de ça. On a parlé de ton déménagement à Montréal. Je pense qu'on a fait le tour. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Ben non, sinon que tu vois à quel point, des fois, il y a 2 fils qui se touchent puis ça se fait vite. Je veux que tu me parles, par exemple, d'avoir un chien. Avoir un chien, c'est comme avoir un enfant. Là. Une fois qu'on en prend conscience, là, c'est une vie à qui on doit se dédier complètement. On doit faire attention à son animal de compagnie. Puis le timing est bon parce que le partenaire du missionnaire cette semaine, c'est Merck. Merck, le santé animale, qui est vraiment un grand là-dedans, puis la Fondation BA, qui est une nouvelle fondation au Québec pour le bien-être animal. Alors, tant mieux, ça tombe bien. Moi, je suis le plus jeune. Chez moi, on le disait tantôt, mon frère est un grand fan des chiens. Mes parents ont dit non. Ma sœur, elle également, a voulu avoir un pitou ou un minou. Ça a été non. Ma grosse tête de cochon et moi n'allions pas en rester là. Alors, ce que j'ai fait pendant 1 an, j'ai rédigé des lettres qui comprenaient un nouvel argument positif expliquant pourquoi on devrait avoir un 6e membre dans la famille et je les glissais sous l'oreiller de mes parents chaque soir. J'ai fait ça pendant 1 an. Alors, de 2 choses l'une, ou bien ils étaient plus capables de me lire et de me fournir en enveloppe, ou alors c'est parce que la chienne de ma cousine et voisine est tombée enceinte, puis on dit là, on est pogné, on n'a pas le choix. Toujours est-il que le chien est entré dans la maison, mon petit whisky. On l'a eu pendant 16 ans. Il y a un grand sage qui a dit à un moment donné, quand un enfant est capable de se pencher vers un animal souffrant, il sera capable de tendre la main à son frère plus tard. Et je pense que ça explique peut-être ce que je fais aujourd'hui. La fin n'a pas été facile. C'est un peu comme le film Marley and Me. Ça a été extrêmement triste. J'ai braillé ma vie. Mais ça montre à quel point, au-delà de ce que tu disais qui est tellement important, d'apprendre à s'occuper de quelqu'un qui va dépendre de nous, convaincre. Si je me pratiquais à convaincre un employeur de m'embaucher, le convaincre. C'est ça, là, je vois où tu as développé ta technique. Oui, trouver sa couleur, persuader, avoir des arguments. On a peur du débat au Québec, on a tellement peur. Les gens, ces temps-ci, disent à la voix, les commentaires sont tellement positifs, c'est uniforme, c'est lisse, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. C'est important, des fois, d'avoir un commentaire constructif et d'allumer quelque chose, tant chez la personne qui est sur scène que celle qui écoute. Une tape dans le dos, ça peut faire avancer autant qu'un coup de pied dans le cul. Oui, moi, j'ai toujours dit aux gens, je réponds à tout le monde sur Facebook, j'ai toujours fait ça, même dans le temps de Salut Bonjour. Merci pour les commentaires positifs, mais merci pour les commentaires négatifs qui peuvent être constructifs. Quelquefois, c'est pas dénué de sens, les commentaires négatifs qu'on a. Je finis avec une toute courte anecdote. Vas-y. À Salut Bonjour Week-end, dans mes débuts, il y avait des longues entrevues de 45 minutes le dimanche avec un artiste. Je reçois Mitsou, ça se passe super bien. On découvre en direct que c'est ma petite cousine en plus.
Belle entrevue. Je reviens, je dis à ma blonde de l'époque, et là, je suis content, je pense que je suis parti. Je fais la gaffe d'aller sur Facebook et il y a un monsieur qui me dit en message privé, « Vous êtes épouvantablement mauvais, vous étiez pas pire comme chroniqueur culturel et n'allez pas croire que vous allez vous améliorer. » Avec la fatigue de se lever tôt à cette heure-là, le stress, je m'effondre dans la chambre. Tu le prends personnel. Je pars à pleurer. Mais sais-tu ce que j'ai fait une demi-heure après? Je l'ai demandé comme ami Facebook. Et je lui ai dit plutôt, vous semblez avoir une expertise sur le milieu qui me sera très utile. Ce serait un honneur de vous compter parmi mes amis. Il a accepté en disant, mais tu ne penses pas me licher de même. Et le dernier matin de mon animation, je suis revenu à ma chambre d'hôtel et j'avais un message privé qui disait, dommage, vous vous amélioriez. Moi, ça a été une leçon de vie. C'est-tu quelqu'un qui avait déjà fait ce métier? Pas en tout. Pas du tout. Mais pour moi, ça a été, j'aurais pu l'envoyer promener, puis je me suis dit non, il va être plus choqué T'as raison. si j'essaye de le ramener. OK. T'as pas 3 phrases, tu en as une, mais longue en titi. Vas-y. Sa citation, c'est « Si tu apprenais que tu étais en train de mourir, ferais-tu les choses différemment? Aimerais-tu plus? Essaierais-tu quelque chose de nouveau? C'est pourtant ce qui t'arrive. C'est ce qui nous arrive à tous. » Citation en anglais qui est traduite là, très, Oui, très c'est correct. rapidement, qui était d'ailleurs sur la fausse carte d'affaires à Daniel Henkel. C'était à Lando. Je voulais qu'elle puisse lire ça. Ça a changé un peu ma vie, cette citation-là, parce qu'on entend souvent parler des drames humains. Il y a eu un accident de voiture, il y a eu une maladie, il y a un décès, il y a une perte d'emploi. Ah! Si j'avais su. Ouais, j'aurais dit avant, j'aurais fait ça. Tu sais, quand on se lève le matin et qu'on a un rhume, une grippe d'homme, là. Mesdames, monsieur, vous ne comprendrez pas le prochain segment. Mais tu sais, on a une grippe d'homme, puis c'est dur, la vie, on trouve ça difficile. Mais Eric, quand on se lève et qu'on n'a pas de grippe d'homme comme ce matin, là, on est-tu vraiment conscient d'à quel point on est... Quand t'es rendu à mon âge, quand tu te lèves et t'as quelque chose qui te fait juste un peu mal, t'es correct. Oui, c'est ça. On continue, Jean-Pierre. Jean-Pierre Gravel, mon invité. Ça va assez bien, notre entrevue, franchement. Ah, mais c'est toi le boss, c'est toi qui le sais. Mais je me... On a-tu des plaintes? Ça va? OK. Non, on n'en a pas. Puis je m'aperçois souvent que ce sont ceux qui posent des questions dans leur métier qui sont les meilleurs interviewés. Parce que, justement, vous savez ce qui est important. Tu sais, comme réponse. Tu veux pas avoir des oui et des non. T'as bien raison. Sauf que là, je vais te demander vrai ou faux. Ah, OK. OK? Il faut que tu t'élabores un peu, par C'est exemple. comme si on jouait, là. C'est le Oui, petit gars on qui est jouait, content, c'est ça, exactement. là. OK. Le cordonnier est-il toujours le plus mal chaussé? Vrai ou faux? Je sais pas, mais il n'y a pas de souliers vernis, visiblement. J'aurais tendance à dire vrai, en ce sens que là, depuis septembre, j'essaie de rendre les gens heureux. Puis, je le répète, on ne change pas des vies, on essaie de changer des minutes parce que dans une journée, on a plus de temps pour changer des minutes. Mais je me laisse encore trop atteindre par les petits stress, puis je suis pas assez dans le moment présent, puis d'en prendre la vie comme un jeu. Fait que ça, c'est mon prochain objectif. Si je revirais ta mission vers toi, je ferais quoi pour toi? Ah, en fait, moi, j'ai la plus belle job au monde. Donc, je suis vraiment choyé actuellement. Vraiment, vraiment beaucoup, là. C'est sincère ce que je te dis. J'ai la plus belle job au monde. Puis je pourrais rien changer de ta vie si tu me le demandais? Non, parce que même si je te demandais de changer des trucs, ce serait de changer des trucs en moi. Premièrement, c'est impossible. Et deuxièmement, j'imagine que si le cheminement de la vie a voulu que ça soit comme ça, il me reste des trucs à apprendre. Puis... Le fruit n'est pas mûr, c'est juste. Oui, exactement. OK. Ouais, t'es encore un peu vert, là. Si vous n'êtes pas heureux, faites à semblant de l'être, ça viendra. Vrai ou faux? Hey, moi, ça. Tu sais que dernièrement, là, il y avait eu à l'émission de Paul Arcand une espèce de psychologue conférencier qui avait une publicité puis qui disait arrêtez de sourire. Oui, Paul Arcand l'a planté. Là. C'est ça. Il disait souriez, arrêtez de dire aux gens à quel point vous êtes malheureux. Mettez un sourire, ça va changer de votre vie. Hey, moi, ça m'a fâché. Comme s'il fallait sourire puis cacher notre douleur en dedans, pas en parler, puis arriver au suicide, comme on se disait précédemment. Oui. Il faut trouver une personne de confiance. Le sourire est important, oui, parce que quand tu donnes le sourire, il te revient. Fait que c'est toujours 2 pour 1, mais il faut jamais faker ça. Un sourire fake, c'est pire qu'un air bête. As-tu été très triste dans ta vie? C'est arrivé, oui. Des idées noires? C'est arrivé. Quand on est dans la lumière et qu'on regarde cette portion de notre vie, on ressent quoi? Une empathie envers ceux qui passent par là. Une grande, grande, grande empathie. Une cause qui me touche comme bien des causes. Puis une chance d'avoir trouvé ma vocation puis ma passion. Aurais-tu pu ne pas être là devant moi? Je pense que oui. Aïe, aïe. Je pense que oui, parce que dans la vie, ça paraît un peu paradoxal à dire, mais mes amis me disent souvent « t'as peur de rien, toi. Tu te pitches de là, tu conduis trop vite, tu fais du parachute. » Fait que je pense que j'ai un courage, même si c'est une lâcheté, là, tu comprends la nuance que je veux amener. C'est une grande, grande lâcheté de poser ce geste-là, mais ça demande quand même... Beaucoup de courage. Ouais.
Le succès est toujours proportionnel à l'effort. Vrai ou faux? Malheureusement, non. On le dit souvent, pour un film à succès, un film un échec, souvent c'est le même effort qui a été mis, mais la meilleure façon de mettre les chances de notre côté, c'est quand même de travailler fort. Ça va toujours rester ça. Tu travailles fort tous les jours? J'essaye. Oui. C'est pas inné en toi de travailler Ah, fort? c'est inné. Oui, c'est ça. Oh, oui, c'est inné. OK. Ouais. L'amour, c'est l'essence de la vie. Vrai ou faux? Vrai. Pas juste l'amour du couple, mais oui, tout part de là. Vraiment. Es-tu prête à être en couple? Oui, T'as-tu vraiment. tout ce qu'il faut, tous les morceaux? Ça, c'est l'autre qui peut le dire. Ouais, Est-ce mais- que toi, t'as manqué un selon morceau? toi? Oui. Parce que je vais te partager une expérience que j'ai vécue. À quel moment j'ai senti que j'étais prêt pour être en amour à nouveau? Pour la vraie affaire? C'est quand je suis passé de la solitude à la plénitude Ouais. seul. Quand tu es bien avec toi-même, tu fais « Ah, ben coudonc, là, je suis prêt à le partager avec quelqu'un d'autre. » Moi, Es-tu c'est rendu là? fait, ce bout-là. T'es C'est rendu là? fait, il y a une couple de relations même. OK. J'aime ça, regarder un film tout seul, me cuisiner une bonne bouffe tout seul. Je préfère être en couple. J'ai toujours aimé la vie de couple. J'aime le quotidien du couple. Mais, puis, oui, il me reste des trucs à travailler, mais oui, je suis prêt. Il y a une ouverture. Donc, je devine que c'est toi qui m'as fait en relation parce que c'est pas tout à fait ce que tu cherches, c'est ça? C'est arrivé trop souvent, puis ce serait trop facile de dire que... Moi, je pense que, et mon psy l'a dit, il y avait une lâcheté, puis il y avait un sabotage. Il y avait un sabotage de dire... tu dis que tu es prêt, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose en dedans, une angoisse qui te remonte comme bien des gars, donc tu trouves une raison, tu te pousses, l'autre est pas assez bien. Ouais. Ah, c'est fou comme le bonheur, ça fait peur, hein? Ben oui, il faudrait tous comprendre pourquoi. OK. J'ai aussi des filles qui m'ont sacré là, ceci dit. Hein? Ouais. Est-ce qu'elles avaient raison? Ben, si elles l'ont fait, elles avaient raison. Dans ce monde artificiel, être vrai, c'est périlleux. Vrai ou faux? C'est périlleux, mais c'est une richesse. C'est une richesse pour moi, c'est une nécessité et c'est pas une option. Tu l'as toujours été ou tu l'es devenu à force du temps? Je l'ai toujours été, je l'ai pas toujours bien dosé. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'avec d'anciens collègues de travail, j'ai pas honte de le dire, j'ai déjà été, je vais dire, trop vrai. Donc, ça peut être trop brusque, trop émotif, trop... Il a fallu que j'apprenne à travailler ça, ce côté-là. Est-ce qu'on s'est servi de tes sensibilités contre toi, tu penses? Ou à tout le Ouais. moins de tes faiblesses? Je vais essayer de Je pense que c'est déjà arrivé, OK. mais je suis le premier coupable. Je peux pas juste me dire j'étais vrai. Fait que je suis vrai, je peux faire ce que je veux, je suis vrai, je suis authentique. Non, non. Il y a des trucs à travailler que, comme bien des gens, j'ai eu à travailler. Mais être vrai, oui, ça, c'est super important. Être sensible, et on l'a dit, puis je partage cette qualité qui est aussi un défaut. C'est bon, puis c'est pas bon. Parce que c'est bon parce qu'on ressent tout, puis c'est pas bon parce qu'on ressent tout. Comment fais-tu, justement, faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est Ne négatif? le fais pas. Tu fais pas. Pas encore. Tu prends tout. Je prends tout. Je suis pas encore rendu là. Ça, c'est dans la progression, là. Apprendre à accorder la bonne importance aux événements, relativiser, puis essayer d'en donner plus au positif. Pourquoi, tu sais, tantôt, on abordait un petit peu le sujet, pourquoi tu reçois 10 commentaires positifs, mais tu sais, t'es content, mais c'est le commentaire négatif. L'humain est comme ça, puis il faut se travailler, il faut se guérir de ça. Vivre en couple, c'est un sport extrême, vrai ou faux? C'est un sport extrême, j'adore les sports extrêmes. Tu comparerais ça à quoi? Ah, c'est un mélange de parachute parce que tu te lances dans le vide puis tu sais pas comment ça va finir, mais moi, on dit que c'est le fun, puis moi, l'adrénaline, j'ai vu pour ça. En plus, oui. La vue est extrêmement jolie, bon point. C'est comme quand je conduis trop vite en voiture. Il y a une effervescence, il y a du danger, parce que oui, en couple, il y a un danger de te blesser, de blesser l'autre, c'est De se toujours montrer là. sur son vrai jour aussi. Oui, tout à fait. C'est un mélange de bien des affaires, mais quelque chose dont j'ai besoin. Le bonheur n'est jamais là où on le cherche. Vrai ou faux? Il peut être là où on le cherche, Tu le trouves où, toi? beaucoup dans mon travail, d'où les choix de métier, de profession, de contrat, dans les amis. Pour moi, l'amitié, là, les amis, s'ils étaient là, les chums de gars, ils feraient « ouais, il est intense ». Comme ma famille est loin en Abitibi, ma famille, ce sont mes amis Ouais, beaucoup. c'est une famille nucléaire à ce moment-là. Ouais, puis- Recomposée que tu t'es fait d'une certaine façon. L'exigence est là aussi. Moi, je donne mon bras de main pour un ami, pour vrai. Fait que Mais il faut que ton chum fasse pareil. ben, tu sais, par exemple, quelqu'un qui, à la dernière seconde, va annuler, ça peut arriver, mais quelqu'un qui fait ça souvent, moi, c'est quelque chose qui va m'atteindre. Je comprends. Pour moi, c'est un respect. Ouais. Fait que Fait que- t'as pas tant d'amis que ça, dans le fond. J'ai des amis précieux, mais j'ai choisi T'en as combien? Des précieux vrais, là, c'est les doigts d'une main. C'est bon, ça. Oui, oui. Le doute est normal. C'est son absence qui ne l'est pas. Vrai ou faux?
Ouais, c'est vrai, mais c'est bien fatigant, ça. Tu sais, moi, là, je voudrais prendre là, une dose de doute puis les donner. Tu sais, souvent, on dit que c'est les imbéciles qui doutent pas du tout, là. Tu sais, je suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'un autre, c'est pas ce que je dis, mais du doute, j'en ai, les fins et les fous. Mais le doute, c'est aussi, comment je te dirais, moi j'adore le doute. Même s'il me fait suer, là. C'est amour-haine, là. C'est ça, exactement. Parce que quand tu es dans le doute, tu fais, attends, je peux-tu faire un peu plus? Je peux-tu améliorer? Je peux-tu changer quelque chose? C'est ça le doute aussi. Oui, mais tu sais, là, tu tombes dans le perfectionnisme, puis c'est sans fin. Tu sais, il faut se guérir aussi de ça un peu. Puis c'est là, t'as donné ton meilleur, Éric. Ouais. Fin de l'histoire. Ah, ben regarde, le plus bel exemple, c'est ça, là. Ouais. Je contrôle pas ce que tu dis, je ne contrôle que ce que je te pose comme question. Je trouve qu'on c'est pas mal défendu, franchement. OK, dernière question. Oh! Vrai ou faux? L'humain court à sa perte. Je serais tenté de te dire actuellement oui avec tout ce qui se passe, mais en même temps, quand on regarde le vrai tableau, tu te mets comme si tu étais sur Mars. L'humanité n'a jamais aussi bien été. Chris Hadfield, l'astronaute canadien, a fait une vidéo là-dessus. Des maladies mortelles, il n'y en a jamais eu moins que ça. L'éducation, il n'y en a jamais eu autant que ça. L'accès à l'eau, oui, il y a encore plein de pauvreté, mais ça n'a jamais aussi bien été. Puis des guerres, là, pensez aux croisades dans le temps avec la religion, c'était non-stop. Donc, évidemment que c'est pas parfait. Évidemment qu'il y a des situations qui n'ont aucun sens. Mais je suis positif là-dedans et j'espère qu'on va continuer à aller vers là. Et quand on relativise, dans le fond, ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est la loupe que l'on met sur des petites affaires. Même si c'est important, mais c'est vraiment une loupe, là. Hein? Oui, tout à fait. Puis on a trop tendance à prendre un problème et à dire hey, « le Québec va mal, regardez ça ». Mais oui, mais tout ce qui va bien, on est une sacrée belle nation ici. On regarde le point noir sur le tableau blanc. C'est ça, hein? Oui, exactement. OK, on finit cette émission-là avec mon invité Jean-Pierre. Bien, ça va bien conclure ma saison de télé, ça, mon T'es bien Jean-Pierre. Mais vraiment. On n'avait jamais eu ce genre d'échange-là, toi et moi. Jamais. C'était toujours de plateau vite ou sur les médias sociaux. C'est drôle parce que on a sensiblement passé à travers les mêmes choses. Et on a tous les deux la fibre humaine importante. Puis c'est drôle parce que moi aussi, j'ai quelque chose qui s'en vient du niveau social, un peu comme toi avec ton missionnaire TV. D'ailleurs, je pense qu'on va se croiser. Fort probablement. Vous entendrez aussi parler de Bénélove, je vous le dis comme ça en passant. Parce... Puis c'est lui qui a trouvé le nom. C'est vraiment beau, c'est comme bénévole, mais c'est Bénélove. Puis il l'a trouvé parce qu'il a fait l'erreur sur son clavier. Puis c'est une super trouvaille. Les meilleures inventions, c'est toujours des accidents. C'est pas juste une erreur, c'est parce que je suis dyslexique. Bien, ça peut être une force. J'ai inversé les lettres, imaginez. Parlons du missionnaire TV. Toi, on l'a dit, c'est un hasard du parcours. C'est quelqu'un qui te dit, toi, tu t'en vas, tu vas être le missionnaire, c'est ça? On t'a appelé de même? Oui, à la chronique, à Rythme FM, on m'a appelé comme ça. Puis ça rejoignait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'ai fait un peu d'humanitaire en Afrique, je suis allé, là. C'est vrai? On bâtissait des vélos. Oui, je suis allé porter des vélos au Ghana, mais pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se rendre compte qu'on peut faire une différence ici. Absolument. Puis c'était important pour moi de trouver une façon de jumeler mon amour des médias, la radio, la télé, les gens et l'humain donné. Je le répète, on ne change pas des vies, hein. C'est des petits gestes, mais il y a des gens qui, depuis l'existence de l'entreprise lemissionnaire.tv, sont un petit peu plus heureux. Puis je le dis en toute humilité, c'est une super fierté pour moi. C'est fou comment toi et moi, on est passé du paraître à l'être. Dans le fond, on couvrait le paraître, maintenant. Oui, on était dans le culturel. Exact. Oui, t'as raison. Alors, lemissionnaire.tv. Oui. On peut soumettre ses idées, Et j'espère. ses candidatures. Les entreprises aussi, d'ailleurs. Les entreprises, c'est vrai, si vous voulez faire affaire avec Jean-Pierre. C'est le fun. Puis c'est un prix raisonnable, tu l'as dit. Ah, vraiment. Puis c'est tellement positif d'avoir ce lien-là. On parle d'un lien sociétal. C'en est un, ça. Une façon de bien dépenser son argent à quelque chose d'utile. Puis les médias sociaux, c'est Missionnaire TV, Facebook, Instagram, Twitter, on est là. On est tous là. Et en attente d'un brevet pour la méthode d'affaires. Ça, Oui. c'est fou quand même. Méthode d'affaires nord-américaine, on a notre numéro de brevet en instance. Donc, j'ai un an pour évidemment indiquer tout ce que ça comprend. Et puis oui, l'intention est peut-être éventuellement d'exporter. Mais quand tu as trouvé que ce que tu faisais n'existait pas nulle part ailleurs, as-tu fait Eureka, là l'affaire? Les deux. Eureka, mais le fameux réflexe, si ça n'existe pas, ça doit être peut-être parce que ça ne peut pas exister. Puis nous, on dit qu'on a ouvert des stations-service, pas de trait d'union, puis avec un S à service. On ne fait pas le plein d'essence à 1,10, on fait le plein de bonheur et c'est gratis. Alors moi, je veux ouvrir des stations-service, puis je parle de l'étranger. Je voudrais en ouvrir dans des régions du Québec. Là, les gens de Québec, du Saguenay, de l'Abitibi m'écrivent, « Ben oui, mais on en veut une. » OK, il faut que je pense à ça.
sauf qu'il va falloir que les gens le fassent eux-mêmes une fois que ça va être parti. Il va falloir que je trouve c'est ça. peut-être des actionnaires, des franchisés, je sais pas. Je choisis à chaque fin d'émission une citation. Vous me permettrez de mettre mes lunettes parce que, bon, gars, mon imprimante me l'a fait un peu foncé. Éric, je suis myope à moins 11,5. Ah, bon, fait que d'abord, Garde tes lunettes. t'as rien vu. Donc, la citation que j'ai choisie est celle écrite par le scénariste et réalisateur australien Peter Weir dans le film La Société des poètes disparus, pour lequel il a gagné d'ailleurs l'Oscar du meilleur réalisateur en 1990, film que tu as sûrement vu. Ah, d'ailleurs. regarde, c'est des films marquants. Tu te souviens-tu de cette phrase-là qui disait « Peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde. » C'est ça que tu es en train de faire. C'est un beau cadeau que tu me fais pour finir. C'est dans les citations marquantes, dans les films marquants. Bien, ça conclut l'émission, Jean-Pierre. Écoute, je vais te souhaiter tout le succès du monde parce que tu le mérites. Merci, Éric, merci. Sincèrement. Allez sur lemissionnaire.tv pour avoir tous les détails de mon ami Jean-Pierre Gravel. Quant à moi, ça termine notre autre saison. Je vais vous souhaiter un bon été en espérant vous retrouver la saison prochaine pour une autre. Mais on n'est pas pressé. Au revoir tout le monde.